Bonjour, bienvenue sur Bourse News. Nous poursuivons donc sur notre série de vidéos consacrées aux banques participatives et au lancement de cette activité nouvelle au Maroc. Mon invité aujourd'hui pour en parler est Sir Abdelrafé Mataoui. Bonjour, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert comptable, consultant spécialiste à la fois en finance de marché, mais pas que, mais également en finance participative. D'ailleurs, vous êtes diplômé auditeur et consultant Sharia par l'AIOFI au Bahreïn. Merci pour l'invitation. Merci à vous. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Alors on va passer en revue plusieurs questions autour des soukouks qui vont jouer un rôle principal, primordial pour le développement des banques participatives et également quelques questions autour de ces soukouks, on y arrivera. Alors Sir Mataoui, le Maroc devra lancer sa première émission soukouk en 2017. D'abord, on voudrait bien expliquer à nos lecteurs que sont ces soukouks de manière très concrète. Le Maroc, comme vous venez de le dire, va lancer avant fin juin 2017 sa première émission soukouk. Donc c'est une première. Le Maroc est contaminé par ce phénomène international qui est l'émission soukouk. Alors pour être bref et rappeler simplement sur le plan conceptuel ce que c'est un soukouk. Donc un soukouk, c'est un titre d'investissement qui est à mi-chemin entre l'action et l'obligation. Donc vous savez pertinemment que l'action représente une copropriété dans une société qui donne droit à un vote, qui donne droit à une gestion et qui donne droit à un dividende. À l'antipode, l'obligation est un titre de créance envers une société qui donne droit à un revenu fixe qui s'appelle l'intérêt, mais qui ne donne pas droit ni à la gestion ni au vote. Alors le SAC, pluriel les soukouks, sont des titres qui sont à mi-chemin. Ça veut dire qu'ils empruntent à la fois des caractéristiques aux actions et des caractéristiques aux obligations. Alors les caractéristiques majeures des soukouks, c'est que ce sont des copropriétés dans des actifs qui sont générateurs de revenus et qui sont compatibles à la charia. Donc c'est là un petit peu la distinction fondamentale entre les soukouks, les actions et les obligations. Très bien. Quelles sont les parties prenantes dans la mise en place des soukouks? Alors une émission de soukouk fait appel à plusieurs intervenants. Tout d'abord on commence par ce qu'on appelle un originateur, c'est-à-dire un établissement initiateur. Il est aussi appelé donneur d'ordre. Donc c'est lui qui a un besoin de cash, un besoin de liquidité, mais qui dispose d'actifs tangibles, conformes à la charia et qui sont générateurs de profit. Alors c'est quoi le propos? C'est de la titrisation, entre guillemets, ça s'appelle en arabe taskik. Donc c'est de la titrisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cède cet actif-là à une copropriété d'investisseurs qu'il rémunère sur des revenus qui sont adossés à ce même actif. Donc je prends un exemple, ça peut être des revenus qui sont basés sur un péage d'autoroute, sur un flux aérien, sur une redevance, une royalty, sur pas mal de choses. Donc vraiment le champ d'intervention des soukouks est très large. Très bien. Alors, pour faire ce type de structuration de soukouk, est-ce qu'on doit faire appel à des mécanismes particuliers? Vous avez parlé de titrisation. Est-ce que c'est le même mécanisme? Alors, le mécanisme, il est approchant par rapport à la titrisation, sauf que il s'adapte à la conformité charia. Donc, j'ai commencé par parler d'un donneur d'ordre, donc un initiateur, qui va mettre cet actif dans une entité ad hoc, donc une entité ad hoc qui s'appelle un fonds de titrisation. Il est aussi appelé le SPV, donc Special Purpose Vehicle en droit anglo-saxon. Il est appelé SEP en droit français, donc les sociétés en participation. Alors au Maroc, il est appelé FPCT, donc le fonds de placement collectif en titrisation. Très bien. Vous en parliez en introduction, ces mécanismes de financement connaissent un grand essor à l'international. Est-ce que vous avez des chiffres peut-être là-dessus ou une évolution sur ces marchés? Alors, effectivement, l'encours des soukouks à l'international représente quelque chose comme 300 milliards de dollars. C'est énorme. 300 milliards de dollars sur une finance participative, une finance islamique qui pèse dans les 2000 milliards de dollars. D'accord, donc 300 sur 2000, c'est un chiffre qui est très, très intéressant. Alors, à l'international, 5 pays, pour l'instant,
s'accaparent quelque chose comme 93% des émissions des sukuk à l'international. À leur tête, nous trouvons donc la Malaisie, suivie de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Indonésie et du Qatar. Mais ce phénomène va contaminer progressivement beaucoup de pays. Donc la Turquie s'y intéresse énormément. Quelques pays d'Afrique, nous avons eu pas mal d'émissions de sukuk en Afrique. Le Sénégal, le Togo, le Niger, l'Afrique du Sud par exemple. Alors le Maroc va être le dernier pays à suivre cette mouvance qui présente des intérêts macro et micro très intéressants pour le pays. Très bien, alors, vous parlez d'intérêt, vous me donnez une perche parce qu'on voudrait savoir comment ces sukuk vont aider les banques participatives pour leur développement. Alors, une banque participative sans sukuk n'aura pas de portée significative en matière de réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émission des sukuk au Maroc, c'est un préalable à une bonne croissance des banques participatives, mais aussi des assurances et des compagnies takaful. Alors, je vous donne un exemple. Les études internationales montrent que les banques participatives souffrent d'un problème crucial en matière d'emploi de liquidité. Ça veut dire qu'en général, vous trouverez 30 à 40% de l'actif des banques participatives qui sont sous forme de cash. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à trouver des instruments financiers qui répondent à la conformité sharia. Et secondo, c'est un moyen, disposer de beaucoup de cash est un moyen de gérer ce qu'on appelle le risque commercial déplacé. Donc si dans un pays nous avons des sukuk, ça veut dire que nous donnons l'opportunité aux banques et aux assurances takaful de trouver des emplois à ce cash qui est pléthorique, qui est oisif. Donc 30 et 40%, ce n'est pas quelque chose d'aisé, parce que si on le laisse sous forme de cash, ça pose un problème au niveau de la rentabilité des banques participatives et des assurances takaful. Effectivement. Alors, j'imagine que comme pour les banques conventionnelles, ces sukuk doivent être de typologie bien cernée, bien connue pour permettre leur liquidité. Est-ce qu'il existe plusieurs types de sukuk ou on serait sur quelque chose d'assez standard? Alors, il y a au moins 14 types de sukuk. 14 effectivement. Mais pas tous sont répandus. Donc, à l'international, nous trouvons qu'il y a une concentration de sukuk sous forme de sukuk ijara et sukuk murabaha en particulier. D'ailleurs, le premier sukuk marocain sera un sukuk ijara. Effectivement, je pense que c'est bien choisi. Un sukuk ijara, il représente moins de risques pour les investisseurs. Mais pour revenir à votre question concernant les typologies, il y a plusieurs typologies. Il y a une typologie selon la destination de l'émission. On peut avoir donc une émission domestique, locale, tournée uniquement vers les investisseurs locaux, ou bien une émission internationale donc, qui transcende les frontières du pays. On peut avoir aussi des sukuk selon la nature du risque. Est-ce que c'est un risque qui est ce qu'on appelle un risque asset-based ou un risque asset-backed? Donc la différence elle est de taille. La différence fondamentale se fait dans le transfert ou non par l'initiateur à l'entité, au FPCT, de l'actif ou pas. Donc c'est ça un petit peu le distinguo fondamental entre ces deux types de sukuk. Et bien sûr, il existe d'autres typologies. Alors, vous avez parlé de risques. Est-ce qu'il existe des risques réels pour les investisseurs qui investissent dans ce type de produit? Tout investissement, tout instrument financier suppose des risques. Alors, l'essentiel pour l'investisseur, c'est de coupler entre le rapport profit-risque. Donc, c'est la même chose pour les obligations, pour les actions, pour les sukuk, pour tous les instruments financiers qui existent dans le monde. Alors, les sukuk présentent des risques particuliers qui n'existent pas ailleurs. À leur tête, nous avons ce qu'on appelle le risque de non-conformité à la charia. Parce qu'il y a des règles de fond et de forme à respecter qui font que l'émission de sukuk doit respecter premièrement la conformité charia. D'ailleurs, pour l'anecdote, la grande majorité des sukuk qui sont émis à l'international posent un problème au niveau de la conformité charia, notamment dans le respect de la règle du transfert effectif de l'actif du donneur d'ordre vers la société ad hoc. Très bien. Alors peut-être une dernière question concernant les FPCT, ces fonds de titrisation. Est-ce que ça va aussi être
un moyen parmi d'autres d'investir pour les investisseurs marocains. Alors là, vous touchez du doigt le cadre légal de l'émission des sukuk au Maroc. Donc, il va se faire via ce que vous appelez donc les FPCT, les fonds de placement collectif en titrisation, et en application de la loi 3306, donc qui est la loi sur la titrisation des actifs telle qu'elle a été émise en 2008 et réformée en 2013 et en 2014. Alors, brièvement, qu'est-ce que c'est qu'un FPCT? C'est dont on a parlé tout à l'heure, donc le SPV, ou bien l'entité ad hoc. Donc, c'est un FPCT qui est bien cadré par la loi. Je rappelle que cette loi elle est très sécurisante pour les investisseurs parce qu'elle émane d'un best practice qui a été fait sur plusieurs droits. Donc le droit libanais, le droit français, le droit anglais, le droit luxembourgeois, etc. Et qui donne donc en synthèse une loi qui est très très intéressante pour les investisseurs, qui présente des garde-fous très intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y aura une émission sécurisée selon cette loi-là. Je donne un exemple. Le FPCT est à l'abri de tous les recours qui peuvent être faits contre l'initiateur. Donc le bien en question, il est vraiment sécurisé d'un point de vue. Il est isolé juridiquement, il est isolé, il est immunisé contre les poursuites qui pourraient entacher donc l'initiateur. Ça c'est le premier risque, le risque de non-conformité. Évidemment, il y a le risque du marché. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les revenus des titres de sukuk sont adossés au profit généré par les actifs. Donc si les actifs ne génèrent pas de profit, alors nous avons un risque de marché. Et puis les risques classiques, donc le risque de crédit, le risque de liquidité est très important. Pourquoi? Parce que les sukuk peuvent aller jusqu'à 15-20 ans. En moyenne, ils sont de 10 ans. Mais en l'absence d'un marché secondaire, la négociabilité des sukuk peut poser problème. Donc c'est pourquoi les sukuk devraient par la suite au Maroc donc donner lieu à ce qu'on appelle un marché de liquidité à court et à moyen terme qui va un petit peu dynamiser les flux financiers entre les différents partenaires dans l'écosystème participatif. Très bien, merci beaucoup, c'était très clair. Merci beaucoup, Saadil. Je rappelle que vous êtes expert comptable, consultant, spécialiste de finances de marché et de finances participatives. Merci beaucoup. Encore une fois d'avoir répondu à nos questions.